Bonjour sur Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Vettovalia, ancien ambassadeur de Suisse auprès de la francophonie à Paris et aussi ancien ambassadeur à Bucarest. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Bonjour, cher monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous. Les vertus de la technique qui rapprochent tout d'un coup Paris de Tokyo. Oui, c'est super bien qu'on a cette possibilité parce qu'on va parler aujourd'hui de votre nouvel livre que vous avez publié. Ça s'appelle «La neutralité suisse et ordre mondial au bord du basculement». Et vous regardez spécialement sur les années 2022 à 25 c'est ce que vous appelez un changement de paradigme. C'est aussi assez important parce qu'on aura en Suisse, cette année, probablement en septembre, octobre, une votation sur une initiative sur la neutralité. Et puis, est-ce que nous pourrions commencer avec votre vue sur la façon dans laquelle la neutralité suisse a changé dans les dernières années? Oui, oui, très volontiers. Je le dis dans mon livre, j'ai presque 40 ans de carrière et pendant cette période-là, je me suis toujours trouvé en adéquation, heureusement, avec la politique étrangère de mon pays, peut-être à la seule exception de la guerre en Yougoslavie où, je fais passablement de reproches à mon gouvernement quant à l'attitude choisie à ce moment-là, mais d'une manière générale, j'étais en plein accord avec la politique étrangère de mon pays. Cela a changé en 2022, où, de solidaire, j'ai l'impression d'être devenu assez solitaire dans ma critique, du département fédéral des affaires étrangères et de la politique suivie. Je n'ai pas compris, l'évolution, vers toujours, davantage d'intégration dans l'OTAN. J'ai pas compris du tout la politique de sanctions décidée par le Conseil fédéral depuis le 28 février 2022. Je n'ai pas compris non plus, l'attitude, du Conseil fédéral à l'égard de tout ce qui se passe aujourd'hui au en Israël et en Palestine. Ça, c'est les 3 gros points, que je ne comprends pas et en fait, je me suis dit: «Mais je me retrouve en désaccord avec la politique suivie par mon gouvernement, donc essayons de mettre toutes ces idées, dans un livre, d'où ces 340 pages de réflexion, sur, cette politique que je ne comprends plus et sur la nécessité à mon goût, de naturellement restaurer cette, neutralité dont je dis je crois que tout le monde comprend, cette image. Je la compare au traitement qu'on fait avec un Rubik's cube. Mmh. Donc quand ça vous arrange, vous tordez le Rubik's cube dans ce sens, quand ça vous arrange autrement, vous le tordez dans un autre sens. C'est un petit jeu qui, pour moi, n'est pas convaincant du tout. Non, et puis, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est que notre conseil fédéral, donc notre gouvernement, mais aussi le parlement a une, définition de la neutralité ou bien une conception de la neutralité qui me semble de se qui dépend sur qui fait quelque chose. Si c'est la Russie ou la Chine, on a ou bien l'Iran, on a une autre façon à le confronter que si c'est les États-Unis ou bien l'Israël. Comment est-ce que vous voyez la position de notre gouvernement envers les c'est ce qui se passe dans le monde entier? Je crois que le gouvernement se rend compte, heu, qu'il ne dispose plus du tout d'une approbation en Suisse. On a des statistiques qui montrent que presque 65-66 des Suisses ne comprennent pas la politique, du conseil fédéral.
Et vous voyez, je remarque à plusieurs fois dans mon livre, chaque fois que le Conseil fédéral se propose de faire ceci ou cela, il y a toujours une petite phrase qui dit: «Oui, mais la neutralité n'est en rien touchée». Donc le fait de devoir toujours dire: «Non, non, 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 la neutralité n'est pas touchée», ça veut certainement dire que quelque chose, se passe, qui n'est pas très catholique, si vous me permettez, l'expression. En fait en fait, vous avez, vous êtes universitaire, bien entendu, professeur, vous avez une transposition, de nos choix, otaniens et ceux à l'égard de l'Union européenne. On a une transposition des choix que nous avons faits, c'est-à-dire rapprochement avec l'ONU, rapprochement avec l'Union européenne. Il y a transposition de nos choix sur notre politique étrangère. Et donc, la neutralité n'est plus la référence absolue. La référence absolue, c'est la direction dans laquelle va la politique étrangère vers toujours davantage d'intégration dans l'ONU, dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et ça, cette transposition a des effets, évidemment fâcheux puisque en février 2022, après avoir eu 2-3 jours de réflexion, le Conseil fédéral a décidé d'adopter la totalité, des sanctions, de l'Union européenne. Donc il y a bien donc transposition de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire se rapprocher toujours davantage, de l'OTAN, se rapprocher de l'Union européenne. On a transposition de ces thèmes sur la manière dont la politique étrangère de la Suisse est menée. Oui, mais de l'autre, notre conseil fédéral dit que les sanctions ont rien à faire avec la neutralité suisse parce que la neutralité suisse, c'est fondé sur heu, pas les idées, mais les contrats de la Haye, et puis c'est la neutralité, légale selon le droit international. Mais finalement, est-ce que vous pourriez parler nous un petit peu sur Oui, je l'importance de cette décision de faire, tout ce que fait l'Union européenne, sur le plan des sanctions? tout à fait. Donc personne ne saura jamais vraisemblablement pourquoi, un dimanche de février, le Conseil fédéral a décidé d'adopter, les sanctions de l'Union européenne et non pas, d'avoir une, sa politique habituelle comme celle que nous avions eue à propos de l'Afrique du Sud. Quand vous regardez la convention, que vous connaissez bien, puisque la neutralité est votre spécialité, quand vous regardez les conventions de l'Haye de 1907 sur les droits et les devoirs, des pays neutres, vous voyez d'une part qu'il s'agit de s'abstenir de participer à la guerre, numéro un, et deux, garantir l'égalité de traitement, heu, surtout en matière d'exportation d'armes. Alors la question que je pose est la suivante: en reprenant aujourd'hui 20 trains de sanctions à l'égard de la Russie, la Suisse s'abstient-elle vraiment de participer à la guerre? Là, j'ai toujours ma citation favorite. Heu, Bruno Le Maire, le ministre français, voulait mettre la Russie à genoux avec les sanctions. Est-ce que c'est le but de la Suisse? La Suisse, la petite Suisse, veut mettre la Russie à genoux? Je ne comprends pas très bien. Le président Wilson, je le dis dans mon livre, disait qu'une nation boycottée est une nation au bord de la reddition. Aucune nation moderne ne peut résister. Alors prétendre que on va mettre en vigueur 20 trains de sanctions, 30 000 sanctions, et que ça implique de garder les 2 belligérants à distance équivalente, ça n'est pas sérieux. Quand on prend 30 000 sanctions contre la Russie, on a fait un choix.
et on a fait le choix de l'OTAN et on a fait le choix de l'Union européenne. Il n'y a plus rien à voir avec la neutralité, naturellement. Heu, Sérieusement, quant à l'égalité de traitement, moi je vous disais que quand on lit d'une part la convention de La Haye, qui est obsolète, bien entendu, elle ne savait pas ce que c'était que les sanctions, et qu'on dit: «Oui, oui, oui, on est pas de problème, on garde les belligérants à équidistance, on ne fait que prendre des sanctions». C'est ignorer évidemment l'effet des sanctions, et ce qui est extraordinaire, je fais vite une toute petite parenthèse, mais quand un État, un groupe d'États, les Nations unies, le Conseil de sécurité, prennent des sanctions, il n'y a jamais une analyse préalable de leurs conséquences. On applique des sanctions sans savoir et sans vouloir voir ce que ça peut impliquer. Je rappelle juste, entre parenthèses, qu'avant la guerre en Irak, les sanctions américaines, et ça, ce sont des rapports des Nations unies qui vous le disent, ces sanctions avaient tué entre un demi-million et 1 million d'Irakiens, des enfants et des femmes en particulier. Donc, quand la Suisse applique les sanctions de l'Union européenne, il n'y a pas de réflexion. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réflexion non plus au sein de l'Union européenne sur les conséquences de ces sanctions. Et ça, je reproche évidemment à mes autorités de ne pas voir qu'un petit pays ne sanctionne pas un grand pays. Ça ne s'est jamais vu. On peut bien se cacher, bien sûr, derrière l'Union européenne, mais il n'empêche pas moins que nous reprenons ces sanctions euh, sur un plan individuel suisse. Ceci oppose la Suisse à la Russie. Et la théorie nous apprend que lorsque un pays prend des sanctions, la différence de produit national brut est environ de 200. Le pays qui prend les sanctions est 200 fois plus puissant que le pays à qui on applique ces sanctions. C'est comme si le Bénin prenait des sanctions à l'égard de la France. Et là, la Suisse a pris des sanctions à l'égard de la Russie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça n'est plus de la neutralité. Oui, de l'autre côté, on a aussi maintenant, le fait qu'on a un autre État, l'Israël, qui est en train d'implémenter quelque chose assez grave dans le ter dans le terroir de la Palestine. C'est ce qui, moi et les autres, on l'appelle un génocide. Alors moi, je ne pense pas qu'on peut l'en penser autrement. Et puis là, avec l'Israël, la Suisse n'implémente aucune sanction, rien, rien. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu sur le plan de l'égalité entre ce que fait la Suisse envers les autres? L'image générale qui se profile, c'est que d'une part, on a une assez grande majorité de Suisses, que ce soit au sein du Conseil fédéral, de l'administration fédérale, des partis, des grosses entreprises, des universités, etc., qui ont un biais totalement anti-russe. Ce n'est pas nouveau, mais il y a un biais anti-russe. De l'autre côté, il y a quasiment une impossibilité de critiquer Israël. Moi, je ne suis pas du tout antisémite, je ne suis pas du tout antisioniste, j'essaie comme un universitaire de dire les choses comme elles sont. Mais toute critique de la politique d'Israël en Suisse est extraordinairement difficile. Vous avez peut-être vu la semaine dernière, le rédacteur en chef de la Weltwoche a publié un article où il défend le Grand Israël et avec, avec passablement de violence. Euh, c'est très étonnant qu'un journal, c'est un hebdomadaire, que c'est le seul hebdomadaire qui a une appréciation assez juste de la situation avec la Russie, ait une attitude complètement faussée
même extrémistes, à l'égard d'Israël. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais cette prise de position de Koppel dans son journal, la Weltwoche, a entraîné une vague de désabonnement. Il y a des gens qui ont jugé que c'était inacceptable de l'entendre dire cela et qui ont rendu leur abonnement au journal. C'est la même chose, et c'est un grand mystère, comme je le dis dans mon livre. Pourquoi est-ce que le Conseil fédéral, parmi tous les pays occidentaux, avec les États-Unis, est celui qui soutient le plus Israël? Heu, la Suisse est le seul pays qui n'a pas dénoncé la politique des colons violents. On voit la réticence, de notre ministre des Affaires étrangères à dire quoi que ce soit, heu, au-delà de l'aide aux éventuellement aux Palestiniens. Il y a là une attitude qui est difficilement explicable. Elle a été dénoncée par tout le monde. Le Conseil fédéral a reçu des lettres de centaines de mes collègues, de madame Carla Del Ponte, et cetera. Tout le monde dit: «Mais comment est-ce possible? Mais enfin, il se passe des choses qui sont inacceptables là-bas et vous ne le dites pas». D'autant plus que vous êtes la Suisse est garante des conventions de Genève et on ne rappelle pas ces conventions de Genève aux belligérants. Il y a donc une attitude qui est inexplicable, qui est totalement fausse, qui est indigne de la Suisse. Et alors je vois que votre prochaine question est: «Mais malgré tout, comment avancer une explication? Comment essayer d'expliquer cela?» J'en parle brièvement dans mon livre. Il n'y a pas d'autre explication que celle qu'on peut utiliser aux États-Unis. Je viens, dans une académie de géopolitique de Paris de faire une conférence sur Israël, le lobby juif et leur influence dans la politique américaine à l'égard maintenant de l'Iran. Hem, ce poids, du lobby, juif, heu, est énorme et il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, en Suisse. Et je crois Et que oui, oui, je crois que c'est ça qui est la principale explication. une chose qui me semble importante, c'est de dire, comme le fait, monsieur Mearsheimer aux États-Unis, Oui, que l'appel est aussi la lobby israélienne. Donc ce sont pas tous les juifs, mais c'est les politiciens et la politique israélienne qui est zioniste, qui a un impact sur la politique suisse. Et puis ça, on voit aussi sur le plan de ce qui se passait avec Ali Abounima quand il se rendait en Suisse l'année passée, il y a une année et demie. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu sur l'importance de l'initiative pour la neutralité dont on va voter cet automne, parce que cette initiative a comme le but de rectifier un peu les choses dont on a parlé maintenant. oui, si vous avez parcouru mon livre, vous verrez que je regrette que l'attitude du Conseil fédéral ait entraîné cette initiative. Mmh. On a vécu avec un petit article, de la Constitution, fédérale depuis longtemps et la pratique de la neutralité par notre gouvernement ne posait pas de problème. Qu'on ait réveillé 140 000 signataires, de cette initiative est évidemment, un très mauvais signe, de la part du Conseil fédéral, d'autant plus mauvais signe que les chambres ont renoncé à un contre-projet. Oui. Alors si vous regardez, je sais que vous êtes, je crois, favorable à cette initiative, heu, je dis que je la comprends. J'aurais été en faveur de cette initiative si elle avait été mieux rédigée. Parce qu'elle présente, je consacre tout un chapitre à cela dans mon livre, elle présente un certain nombre de défauts.
Et il y a des insuffisances. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on prendra langue avec, l'OTAN, le jour où Poutine sera à nos frontières. On ne va pas interdire naturellement, des contacts et un certain rapprochement. Si vous acceptez cette initiative, vous rayez le partenariat pour la paix. Depuis 1996, on a ce partenariat pour la paix avec l'OTAN. Heu, Ça veut dire qu'on ne pourrait, heu, reprendre cela qu'à la minute où il y a un danger complet. Vous remarquerez aussi que sur le plan des sanctions, la formulation, n'est pas toujours, très exacte et on fait allusion à la médiation, mais pas du tout aux bons offices. Donc moi, je regrette beaucoup, c'est un de mes grands regrets, ce texte-là n'a pas été préparé par de véritables spécialistes des affaires étrangères. Il aurait vraiment mérité d'être rédigé de façon impeccable. Je Dans sais l'état actuel des choses, il va trop loin, c'est tout. je sais par les gens qui ont travaillé, sur ce texte que le texte qu'on a maintenant, c'est aussi le résultat d'un processus entre plusieurs une multitude des personnalités et puis des en fait, des experts de aussi légal, mais c'est finalement c'est finalement une version, une espèce d'un compromis qu'il fallait faire. Mais, le but principal de l'initiative, c'est d'avoir une définition de la neutralité dans notre constitution et deuxièmement, d'y inclure la neutralité économique. Donc qu'on ne va pas comme défaut reprendre toutes ces sanctions de l'Union européenne ou américaine, telles qu'ils soient. Comment est-ce que vous voyez l'importance du Conseil fédéral et puis de notre Suisse de ne plus suivre ce qui fait l'OTAN et les membres de l'OTAN? Je vous ai parlé tout à l'heure de cette transposition. C'est un concept qui me paraît, tout à fait adéquat, pour parler, de ces influences, appelons-les des influences, des milieux, qui, voudraient nous rapprocher toujours davantage de l'OTAN et des pros, et des pro-européens chez nous. Heu, les gens ignorent que la Suisse qui est entrée qui a rejoint les Nations unies en 2002, a a dit: «OK, maintenant, nous pourrons appliquer des sanctions, s'il y a, une majorité au sein du Conseil de sécurité des Nations unies» et la même année est sortie une loi que personne ne connaît, qui est la loi sur les embargos. Cette loi sur les embargos a été fabriquée par l'administration fédérale, évidemment, elle n'est entrée en consultation avec qui que ce soit et qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit: «La Suisse peut adopter les sanctions, votées à majorité par le Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi elle peut appliquer les sanctions de l'OSCE». Oh la surprise! Parce que personne n'en a jamais parlé, personne n'en parle jamais et c'est une sottise puisque l'OSCE, précisément, est une organisation qui ne prend pas de sanctions. Mais il y a un troisième partenaire qui est prévu par la loi et qui dit: «La Suisse pourra appliquer les mêmes sanctions que ses principaux partenaires économiques». Mmh. Donc ce que personne n'a vu en 2022, c'est qu'au fond, le Conseil fédéral, il a une base juridique, qui est la loi suisse sur les embargos,
qui lui permet d'adopter les mêmes sanctions que les sanctions de ses principaux clients et amis, c'est-à-dire les membres de l'Union européenne. Euh, c'est assez malheureux. Là, je suis en accord avec la proposition. Euh, il faut revenir à cette politique. Euh, alors, vous savez que les partisans du manifeste Neutralité 21, que je n'aime pas beaucoup, je les connais presque tous d'ailleurs. Il y a beaucoup d'anciens collègues, il y a beaucoup d'anciens conseillers fédéraux, etc. Euh, Ils disent, voilà, il faut préférer la sécurité à la neutralité. Et ils mettent en avant la politique de sécurité avant la neutralité. Et donc, il faut suivre les politiques de l'Union européenne et des États-Unis. Mais ces sanctions, et là je rejoins évidemment la proposition, devraient être limitées effectivement aux sanctions du Conseil de sécurité. Seulement, vous savez très bien qu'il est impossible de ne pas avoir un veto, soit des États-Unis, soit de la Russie, s'il devait y avoir des sanctions prises au Conseil de sécurité. La conjoncture fait simplement qu'on est dans un monde très très difficile, un monde de plus en plus belliqueux, et donc des choix sont faits et des choix assez malheureux. Je crois que personne n'a vraiment réalisé euh, que la Suisse s'attaquait à un très très grand pays. Et vous avez vu la conséquence, la Russie a indiqué à la Suisse qu'elle ne considérait plus que notre pays était neutre. Ça, c'est tout de même un très sérieux, un très sérieux problème que nous nous sommes créés à nous-mêmes. Outre que, comme je vous disais, personne n'a évalué les conséquences des sanctions, bien entendu. Et puis, une chose que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi la Suisse, maintenant en 2026, semble de comprendre la sécurité, et seulement dans le cadre de la de l'intégration dans l'OTAN et alors on ne dit pas l'intégration, mais le Conseil fédéral parle toujours de la coopération, coopération. Il faut il faut être capable de comment on dit? Deter, de deter Oui, the Russians. Alors, d'être dans un club qui peut faire quelque chose contre les Russes, contre les Iraniens, contre le Chinois. Est-ce qu'il n'y a personne à Berne qui comprend que la neutralité, c'est-à-dire de se faire des amis, quand on est des amis avec les Russes, avec les Chinois et avec les Iraniens, on n'a rien à, on n'a pas de problème sécurité, mais maintenant, tout le monde à Berne, il me semble, de penser seulement dans le cadre des amis et des ennemis. Et puis, ce n'est pas le bien, on voit la bonne route pour un État neutre. Ou comment est-ce que vous le voyez? effectivement, on a en quelque sorte remplacé ce que vous appelleriez la réelle politique, Mm. parce que moi j'appelle la moraline de Nietzsche, c'est-à-dire une politique des émotions. Vous avez Dominique Moisy en France qui a écrit un certain nombre de livres sur la politique de l'émotion. Et vous voyez qu'on a remplacé euh, une politique solide de neutralité qui a fait ses preuves et qui, j'espère, fera encore ses preuves dans le futur, mais on l'a remplacée par une espèce de politique de l'émotion, par une morale. Il y a des bons et des mauvais. On ne dit pas nous restons à équidistance des deux parties au conflit. On a décidé de choisir qu'il y avait des bons et qu'il y avait des mauvais. Pourquoi? Euh, c'est parce que depuis toujours, hein, depuis le début du XXe siècle, on est au XXIe siècle, mais depuis très longtemps, depuis
tous ceux qui, comme, comme Ernauer, le neveu de Freud, qui déjà dans les années 23-28 explicitait ce que c'était que la propagande. Euh, on est rentré, vous le savez très bien, dès 2022, dans une politique de narratif. Mmh. Euh, Récemment, vous avez eu une ancienne chef de presse de Zelensky qui a parlé aux États-Unis et qui a dit, Zelensky disait, si vous avez 1000 têtes qui s'expriment et que ces têtes sont importantes, vous avez gagné la bataille Mmh. de l'opinion. Et maintenant, effectivement, avec les narratifs d'aujourd'hui, vous avez une histoire qui s'est créée, qui est totalement fausse, mais en qui la Suisse croit dur comme fer. Il ne s'est jamais rien passé avant 2022, jamais rien. Et un beau jour, on ne sait pas pourquoi, Poutine a attaqué l'Ukraine. Et vous avez 80% des Suisses qui croient cela. C'est extraordinaire. Et lorsque vous étudiez, moi j'ai enseigné le viol des foules par la propagande politique à l'université de Lyon, Jean Moulin III, et je leur disais, une fois qu'on a fabriqué vos convictions, à savoir qu'il y a un grand méchant loup, Poutine, contre des très gentilles personnes du côté de l'Occident, lorsque vous avez imposé cela, il est presque impossible de revenir en arrière. Même si on vous dit, Trump a dit que c'était la politique de son prédécesseur, même si Rubio dit la même chose, même si l'ancien secrétaire général de l'OTAN dit oui, 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 c'est bien entendu de notre faute également, personne n'accepte de parler de responsabilité partagée. Vous savez, Machiavel a dit, c'est pas celui qui sort l'épée en premier qui est forcément à l'origine du conflit. C'est quelque chose que personne ne veut voir. Et vous avez encore maintenant, il y a quelques jours en Suisse, le dernier rapport des services de renseignement du département militaire fédéral qui dit attention, attention, grand danger. Vous avez eu des professeurs à l'école polytechnique de Zurich, la plus grande école de Suisse, qui dit Poutine va arriver sur le Rhin. C'est le dernier été de paix. 2025, c'est votre dernier été de paix. Il y en a un autre qui s'est vraiment trompé, qui prévoyait l'invasion de l'Europe par Poutine en septembre 2025. Mmh. Donc, on a ces 1000 têtes, si vous voulez, de Zelensky. On a bien en place tous ces moyens de pression sur l'opinion publique. Et l'opinion publique croit à cette histoire. Et il est très, très difficile d'en sortir. Il suffit de dire non, vous vous trompez, non. Et les responsabilités sont évidemment partagées. Les Américains acceptent que les responsabilités sont partagées. Vous êtes traités de poutinistes. À la minute où vous dites qu'il y a responsabilité partagée, vous êtes traité de poutiniste. Et j'étais à Lyon, et j'ai dit à mes étudiants, écoutez, je vois que nous ne sommes pas d'accord. Alors on va simplifier les choses. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas l'esprit suffisamment ouvert pour considérer qu'il y a dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine des responsabilités partagées, j'ai plus rien à faire ici et je m'en vais. Et je suis parti. Et on m'a rappelé 2 ans plus tard parce que l'évidence commençait à montrer le bout de son nez, n'est-ce pas? Vous savez, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé dont je n'ai pas parlé dans mon livre, mais que je vous recommande absolument. Heu, c'est mon ignorance qui m'a fait oublier, cette référence. Mais ce cher Schopenhauer a écrit les 38 stratagèmes malhonnêtes pour avoir toujours raison. Alors l'art d'avoir toujours raison, c'est le titre de son livre, L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer. Et là, vous avez ces 38 stratagèmes. Et ils sont tous utilisés aujourd'hui. Oui, on a plus la possibilité d'avoir
un débat ouvert, sur ce qui se passait en Ukraine, en fait. Là, les idées sont faites dans différents quartiers de la Suisse et c'est ce qui m'inquiète, c'est que finalement, on est maintenant sur une route qui mène vers l'OTAN. Même si notre conseil fédéral nous dise qu'on va pas toucher la neutralité, mais finalement, c'est ce qu'on a vu dans les dernières années, Oui. c'est heu, que la neutralité est toujours redéfinie dans un endroit, dans une façon que ne laisse plus beaucoup de la neutralité qu'on avait, il y a un jour. Vous savez, je fais référence à ce qui s'est passé, au cours du 19e siècle avec, les révolutions contre les régimes, heu, les régimes en place, royaux, et cetera. Les problèmes avec la Pologne ensuite, les problèmes avec, la guerre autour de la mer Noire. Et vous avez en 1853 un monsieur suisse qui s'appelle Gallus Jacob Baumgartner qui disait que le meilleur ami de la Suisse, c'est une neutralité sans faiblesse, intacte et non le protectorat d'une puissance quelle qu'elle soit. Là, je vois la recherche par la Suisse d'une forme de protectorat par l'OTAN et par l'Union européenne, alors que dans les circonstances d'aujourd'hui où précisément l'OTAN a des problèmes, où précisément l'Union européenne a des problèmes, la seule politique valable que la Suisse peut prendre, c'est une responsabilité stricte. Et on verra bien ce qui se passe par la suite. Mais nos esprits sont ailleurs. On a l'impression, tout redevient, l'histoire se répète d'une certaine manière. Et vous savez, je le note, je crois, dans mon livre, on a j'avais noté ça quelque part, oui, on a Chateaubriand. Chateaubriand, il est à Lucerne en 1832 et Chateaubriand a l'impression qu'il y a des gens qui veulent changer la Suisse. Vous voyez, vous prenez les partis de gauche, les partis, écologistes, le centre en Suisse, ils veulent tous l'OTAN, ils veulent tous l'Union européenne, ils veulent changer la Suisse. Et Chateaubriand disait: «Quand, un peuple se transforme par le temps, hein, le temps transforme les gens évidemment, le temps qui passe et que ce pays ne veut plus rester ce qu'il a été, alors on va entretenir une certaine haine du passé». On dit: «La neutralité, c'est du passé. La Suisse, c'est plus comme avant. Il faut l'intégration à la fois militaire et politique». Donc ces problèmes-là ont toujours été avec nous, mais on s'est très, très bien débrouillé et on a résisté aux pires pressions, heu, justement en plein 19e siècle. On a su résister alors qu'on nous appelait déjà, je me rappelle plus, enfin, on traitait l'île des pas l'île des morts, mais, l'île des rats ou presque. Mazzini, le révolutionnaire italien, faisait une pression extraordinaire, mais le Conseil fédéral a su voir, a su avoir la sagesse de rester neutre. Et je ne vois pas pourquoi maintenant il ne comprendrait pas qu'on est dans une situation, qui est quand même assez difficile et Je assumer ses erreurs. Je vois dans la presse de ce matin que le prix des patriotes pourrait doubler et passer à 4 milliards de francs suisses. Waouh, waouh. Donc on a des problèmes. Ouais, on a des problèmes. On a des problèmes en Suisse et puis je suis tellement heureux qu'il y a des voix comme la vôtre, cher ambassadeur, qui aussi parlent de ces problèmes et puis encore une fois pour tout le monde, votre livre s'appelle «Neutralité suisse et ordre mondial au bord du
Pasquellement. Et puis on peut s'acheter, cet livre, online, il faut seulement le chercher. Je vais aussi mettre le lien, sur votre livre dans la description de ce vidéo-là. Et puis, je vous donc, remercie beaucoup, C'est moi qui vous remercie, c'est très aimable à vous de d'avoir sollicité mon opinion. ambassadeur Vettovalia. Merci beaucoup et à la prochaine. Au plaisir de vous voir en Suisse une fois.